Bienvenue dans la partie 2. Je vais de ce pas mettre la musique et reprendre là où j'en étais. Alors, j'en ai la musique. Hop, on est à la 4. Enfin, si on n'était pas, c'est pas grave. Alors, la DCR. Donc, l'encre à réalité Canton. Je vais baisser le son. Je vais pas baisser le son, c'est déjà bas. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors, le fonctionnement des ARS a une certaine manière d'opérer. En effet, les ARS sont capables de maintenir constant le niveau d'une réalité locale à 2 HM. Elles agissent sur la quantité de réalité ambiante selon une zone d'action restreinte. Elles nous permettent alors de conserver un niveau constant pour notre univers. Cependant, cette régulation a pour conséquence d'entraîner une modification globale des univers dont ils puisent leurs ressources et donc un affaiblissement généralisé de leur niveau de hum. Ce dernier fragilise la réalité de ces univers et engendre de multiples conséquences néfastes telles qu'une augmentation des instances anormales, un essor des zones temporelles sont linéaires, des anomalies chronologiques sont encore des ruptures de réalité localisées spontanées. Connaissant cela, la notion de niveau de l'hum peut être aussi reliée à la densité de la réalité. Autrement dit, plus la réalité subit de modifications, plus elle perd en cohérence. Et plus elle s'isole de l'existence, et donc plus sa structure existentielle de la réalité s'affaiblit. La notion de force est une réalité est également possible, puisque plus le niveau en hum d'une entité par exemple est élevé, plus elle devient instable. Autrement dit, elle pourra facilement imposer sa réalité et elle sans s'isoler. Je vais redire, autrement dit, elle pourra facilement imposer sa réalité à elle sans s'isoler pour autant puisqu'elle ne perdrait pas en cohérence. La dernière chose dont nous pouvons discuter est de savoir comment certains phénomènes peuvent engendrer des modifications du réel. Et en résumé, car le département thaumaturgie s'en occupe énormément, tout vient de la substance arbitrifière, c'est-à-dire libre arbitre, et une force extérieure au monde physique qui permet aux individus qui en possèdent de l'altérer et donc d'altérer la réalité. Plus le niveau d'hum d'une personne est élevé, plus son libre arbitre est puissant. En théorie, parle de la réalité absolue, mais elle ne sera pas abordée étant donné que ce n'est pas basé sur aucun fait concret. Cependant, on peut ainsi retenir que la substance arbitrifière faisant partie du monde de l'âme, les détails de ces mécanismes sont des essences intelligibles par des êtres du monde physique. Ce libre arbitre suprême agirait donc sur la réalité comme toute autre forme de libre arbitre altérateur. C'est pourquoi les sujets possédant un niveau de hum anormalement bas perdent leur faculté d'agir sur leur monde. Leur libre arbitre est réprimé par le libre arbitre de la réalité, qui les conditionne à une certaine fatalité. Le libre arbitre est, en plus d'être une source d'action, est également une source de résistance au conditionnement et aux altérations, de sorte que plus une réalité est faible, moins son libre arbitre est puissant, et plus elle est facile à modifier. Par exemple, la Terre n'a pas de libre arbitre. C'est le zoo. C'est pour ça que la Fondation SCP a été inventée. Parce que le Conseil O5, ils ne pouvaient pas tout faire. Ils ont créé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû créer. Ils ont ouvert une porte à quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir. Synthèse du séminaire du Dr Clay sur les plieurs de réalité. Le Dr Clay est un membre de la Fondation SCP ayant les capacités qui sortent du cadre du commun. Cependant, ses travaux et ses recherches ont démontré énormément de phénomènes. Ici, nous allons parler
d'un de ces séminaires qui traite de la question de comment survivre à une attaque de plieurs de réalité. Principalement, ici, via une expérience en droguant les sujets ayant assisté à son séminaire. Et grâce à quelques effets spéciaux, Dr. Clay a réussi à démontrer les effets qu'il pouvait avoir de plieurs de réalité, entité de type vert, sur un humain. Ce que l'on peut en retenir, c'est que la réalité autour de nous, telle que l'on perçoit, est totalement modifiée. Et le plieur de réalité, nous nous plions et adaptons à la réalité du plieur, même si celle-ci ne convient pas et nous met en danger de mort. En gros, si j'ai envie que le monde devienne les enfers, je peux le faire. Mais pourquoi je le ferais? Moi, j'ai envie que le monde y vive. Parce qu'en plus des mondes comme le nôtre, il n'y en a pas 120. Ensuite, ainsi, les plieurs de réalité, en usant de leur perception et de leur volonté, peuvent modifier la réalité comme ils l'entendent sur des sujets. Dans ce cas précis, rien ne peut être fait réellement. Le sujet est condamné et est sous l'emprise du plieur de réalité. En conclusion, le docteur Clay nous démontre la dangerosité et la nécessité d'éliminer les plieurs de réalité. Car un plieur de réalité instable peut causer énormément de dégâts. Nous verrons par la suite comment éliminer ce plieur de réalité et les différents stades que celui-ci traverse, car après tout, les plieurs de réalité sont généralement des humanoïdes. Et aussi, dans une explication approfondie sur les humes, nous traiterons de la question sur les plieurs de réalité. Voici maintenant les classifications de types d'entités en lien avec la manipulation de la réalité. Il existe des entités SCP ou autres événements qui possèdent des classifications bien spécifiques. Ici, nous allons en voir quelques-unes. Et vous rencontrerez très certainement dans votre carrière, que ce soit lors de l'analyse ou de l'élimination, la division thaumaturgie en couvre plusieurs, mais ne se spécialise pas pour autant précisément dans la manipulation de réalité et les humes. Ils possèdent des méthodes bien à eux qui leur sont spécifiques. Le type vert, manipulateur de réalité. C'est le type d'entité que vous rencontrez le plus souvent, du moins, elle est la plus susceptible d'apparaître. Pour cela, des protocoles ont été mis en place et sont très importants à connaître. Il y a certains mythes autour des manipulateurs de réalité de type vert parmi les agents de la CMO. Certains pensent même qu'il est impossible d'éliminer un type vert et que tenter de le faire relève du suicide. Le tableau de chasse de notre organisation prouve le contraire. Le succès d'une évaluation d'entités de type vert repose sur l'exploitation de ces rares faiblesses. Dans 95% des cas, les verts ne prédisent pas le futur et ne peuvent pas être pris par surprise. Les verts ont une portée limitée et ne peuvent pas agir sur ce qu'ils ne perçoivent pas. Les verts ne peuvent pas imposer leur volonté à quoi que ce soit s'ils n'ont pas la volonté de l'imposer. Les verts ont des penchants humains et peuvent être manipulés, que ce soit émotionnellement ou rationnellement. C'est pour ça que je ne suis plus de type vert et que je suis passé en type noir. Parce que j'ai grandi. 99% des entités de type vert suivent la séquence d'évolution psychologique suivante, avec la progression de leur capacité. Phase 1, le déni. Le sujet refuse de reconnaître sa faculté de déformer la réalité. Les types verts vont tenter de rationaliser leur aptitude de diverses manières. Parfois, un type vert s'arrête là. Il étouffe lui-même ses capacités, il n'évolue plus. Toutefois, la plupart poursuivent vers la phase 2, expérimentation. Le sujet reconnaît ses facultés et commence à chercher ses limites. En général, les entités de type vert expérimentent selon l'un des deux schémas suivants. Lentement, méthodiquement et prudemment. Avancent petit à petit ou alors en effectuant un petit nombre de bonds soudains. Quel que l'en soit, le sujet restera dans cette phase pendant un certain temps et avant de poursuivre vers la phase 3, stabilité. Le sujet atteint les limites de ses pouvoirs et différencie ce qui est à sa portée de ce qui ne l'est pas. Le type vert réussit à contrôler ces changements de réalité et peut les manipuler selon la nécessité. Plus important,
Le sujet peut choisir de ne pas utiliser ses capacités si besoin. La phase 3 est habituellement caractérisée par un désir de vivre une vie normale. Les sujets s'inscrivent dans des routines classiques et en dehors de précautions nécessaires pour garder le contrôle. N'usent de ces attitudes qu'en privé et d'une manière qui ne nuira pas aux autres. Ces entités peuvent être classées en menaces de niveau 1, observées, ne pas engagées, mais doivent être surveillées attentivement à cause du risque d'évolution vers la phase 4. L'enfant Dieu. Malheureusement, la majorité des entités de type vert finit par atteindre la phase 4. Au cours de cette phase, le manipulateur de réalité devient obnubilé par son pouvoir. Il va tenter de l'utiliser pour son propre compte, au détriment d'autrui. Cette phase est caractérisée par une empathie réduite à l'égard des autres humains, une inaptitude à reconnaître ses propres erreurs et une mégalomanie accrue. Bien que les signes avant-courseurs soient nombreux, le principal indicateur d'une phase 4 est l'usage des pouvoirs pour manipuler d'autres humains. Les adolescents et les jeunes adultes vont couramment utiliser leurs capacités afin d'assouvir leur désir sexuel, tandis que les enfants tenteront de changer les inconnus en amis. Les adultes plus âgés peuvent tenter de manipuler les autres par amour ou par gain financier, bien que dans certains cas, l'entité soit retournée en phase 3,99% des sujets restent en phase 4 jusqu'à leur réélimination. Pour cette raison, les entités de type verte en phase 4 doivent être considérées comme une menace de niveau 5, menace immédiate et éliminée sur le champ. Elles représentent un danger pour la totalité de la quintuple mission. Élimination. Toute tentative d'élimination d'une entité de type vert doit tenir compte des 3 facteurs pour un passage rapide au combat rapproché. Vitesse. Les entités de type vert peuvent réagir rapidement face à une menace. Afin de garantir une liquidation réussie, la durée séparant le début des hostilités de l'élimination du sujet ne doit pas excéder une seconde, et il s'agit du temps de réaction moyen d'un être humain face à un événement ou une menace attendue. Surprise. Les entités de type vert sont capables de s'adapter rapidement à la menace identifiée. Il est recommandé d'avoir recours à une diversion. Une menace ouverte peut être présentée afin d'attirer l'attention du sujet, pendant que la véritable élimination est effectuée depuis une direction inattendue. Violence. La méthode choisie pour éliminer une entité de type vert doit assurer sa neutralisation au premier coup. Les fusils de précision devraient tirer des cartouches à gros calibre, de préférence la pointe creuse pour une expansion maximale, ou perforante, selon la situation. Les armes à feu sont évidemment un choix secondaire. Les explosifs sont recommandés, mais pas toujours utilisés. En raison du risque de dégâts collatéraux, si des armes à feu devaient être utilisées, plusieurs tireurs devraient être présents et tenter de tirer sur la tête si possible, dans le centre du torse sinon. Un exemple d'application détaillée, vous pouvez consulter ici un extrait du guide pratique 13 de la division physique, circonstances spéciales, entités dangereuses, humanoïdes, Fondation SCP. Je vais cliquer sur ce lien. Je ne vais pas cliquer sur ce lien parce que ce sont les sources officielles. Du coup, je vais aller les voir plus tard, les sources officielles. Le type rouge, le seul qu'on n'a pas encore parlé encore. Le type rouge est un régénérateur. Pour les entités de type rouge, qui sont rares à identifier en moyenne, le département thaumaturgie s'en occupe généralement. Mais il se peut que dans certaines situations, la coopération des deux départements soit nécessaire, d'où la nécessité de connaître le type rouge. Un régénérateur type rouge désigne de manière générale un individu qui possède la capacité de reconstituer les tissus de ses membres endommagés. Contrairement à une croyance populaire, le type rouge n'est pas indestructible. Il existe de nombreuses méthodes de neutraliser une capacité régénérative d'un type rouge. Je vais donner l'exemple le plus commun. SCP-682 est un SCP de type rouge. Et pour l'éliminer, malgré ses capacités, dans certains cas, un usage incontrôlé de ses capacités conduirait l'entité de type rouge à s'éliminer elle-même. Toutefois, dans la plupart des cas, requiert l'intervention d'un agent. Il existe
Il existe alors 4 formes: régénération imparfaite, limitée, complète et expansive. Mais nous n'allons pas les traiter ici. Sachez tout de même que le classement par la forme est la plus facile à éliminer sans danger et la plus complexe. La technique pour capturer le type rouge sont nombreuses, dont l'incinération, submersion, corrosion et l'érosion. Et dans le cas extrême, toutes les techniques doivent être utilisées rapidement. Il existe une dernière catégorie, ce sont les types gris. Cependant, ces types gris ne concernent pas notre département. Vous ne serez pas appelé sur le terrain pour traiter le genre d'entité. Mais avoir la connaissance de ce type peut toujours être bénéfique. Maintenant, je vais simplement vous faire une explication approfondie sur les humes. Mais avant ça, pause musique. Bon, je ne vais pas faire 3 parties non plus sur la DCR, parce que la DCR, ce n'est qu'un document, et moi je dois faire un cours sur la CDT. La DCR mérite à elle-même une énorme vidéo, je ne vais pas non plus faire que en parler. Donc je vais simplement finir sur l'approfondissement des humes, la mise en pratique, les procédures de verrouillage, comme Hieronymus qu'on a vu avant, ainsi que l'initiative de réponse automatisée RIND, qui nous permet du coup d'agir quand une menace de type noir ou de type vert est arrivée sur site. Pour les types rouges, c'est justement quelqu'un de type vert ou de type noir qu'on aura besoin. De 1, pour empêcher sa capacité régénératrice. De 2, pour l'éliminer tout simplement. SCP-682, je l'ai éliminé dans 15 réalités. Dans 15 réalités, je suis allé voir 682, je l'ai éliminé. Le problème, c'est que les multivers, ça ne marche pas. J'ai beau essayer d'éliminer 682 un nombre incalculable de fois, il existera toujours. Et je n'ai toujours pas trouvé un seul moyen de pouvoir réussir à éliminer quelque chose dans la totalité des dimensions existantes. Et si un jour j'arrive à trouver ça, vous pouvez être sûr que les SCP n'existeront plus dans n'importe quel monde. Bref, explication approfondie sur les humes. Dans le but d'avoir une meilleure compréhension sur la théorie sur les humes, des questions ont été posées pour éclaircir certains points qui pouvaient être très ambigus. Ainsi, les questions suivantes sont généralement posées ou très pertinentes et intéressantes. Nous allons donc y répondre. Les réponses dépendent bien sûr de la personne, mais tous les scientifiques ayant de l'expérience en la matière vous diront approximativement la même chose. Qu'est-ce qu'un hume? Un hume est une unité de mesure qui permet de déterminer l'intensité et ou la quantité de réalité dans une zone donnée. Pour mieux visualiser comment la réalité se mesure, nous pouvons prendre exemple en imaginant que chaque chose dans l'univers est découverte d'une fine couche de sable. Ceci correspond au niveau de base de réalité d'un hume.
Ainsi, lorsqu'on retire du sable, le niveau de réalité a baissé, alors que lorsque nous en rajoutons du sable, il y a plus de réalité. En parlant de ce constat, les zooms permettent de mesurer la quantité de sable présente dans une zone. Par exemple, si tu vas au Sahara pour calculer le taux d'hume, tu verras qu'il n'y a rien. Contrairement à du sable, les humes, c'est de la magie, c'est pas rien. Alors, comment définir l'hume? Comment sont-ils mis en relation avec quoi? En utilisant les ARS pour créer deux dimensions de poche pour maintenir leur niveau de hume à des niveaux arbitrairement hauts et bas, nous obtenons un hume de référence désigné 100 et 0. Ainsi, nous pouvons avoir une idée de si un hume est élevé ou non, et de savoir de façon indirecte si par exemple une entité peut changer de réalité de façon brutale et puissante. Question 3. Comment les humes sont-ils mesurés? Grâce au compteur de Kant, nous pouvons mesurer l'hume. À quoi servent les humes? Comment elles peuvent m'aider? L'utilisation des humes sert principalement aux scientifiques étant spécialisés dans la DCR. Ainsi, l'utilisation des humes sont indispensables lorsque vous travaillez sur des plieurs de réalité et ou des SCP qui modifient la réalité. Elles permettent d'obtenir des données très précieuses. Ces données sont ensuite analysées et utilisées pour mettre en place un projet ou protocole pour une entité ou phénomène par exemple. Question 5. À quoi ressemble une zone à haute ou faible concentration de hume? Une zone à faible concentration de hume est effectivement un endroit très étrange, sans la stabilité d'une réalité ordinaire. Les humains normaux peuvent altérer la zone selon leur bon vouloir, leur octroyant des capacités de plieurs de réalité temporaire. Une zone de haute concentration de hume est également un endroit très étrange. Par exemple, 1346 est bien l'un des endroits où le taux de hume est le plus élevé au monde. Pourquoi? Parce que c'est littéralement là d'où viennent tous vos putains de SCP. Je vais pas m'expliquer encore des années sur de quoi, comment, pourquoi, quoi t'ai-je. Je vous ai déjà tout dit concernant mon expérience sur SCP-1123 et 1346. Maintenant, si vous vous posez encore des questions de comment et pourquoi, eh ben, je vous invite à aller revoir les vidéos. Moi, je ne vais pas me répéter en permanence. Question 6. Avons-nous des méthodes qui permettent de calculer des fluctuations d'hume sur une grande distance à l'échelle interplanétaire ou plus? Il existe bien sûr des spéculations ou des théories, comme la relativité générale. Nous émettons des hypothèses qui peuvent potentiellement être vraies, mais dont nous n'avons pas de preuves concrètes. À l'heure actuelle, nous n'avons pas pu mesurer le niveau de concentration en hume qu'à une échelle locale. Autrement dit, il est bien possible en théorie de calculer les fluctuations de hume sur une grande distance, mais cela n'a pas encore été démontré de façon rigoureuse. Par exemple, il est possible que sur Terre, il y ait des humes. On n'en a pas trouvé en tout cas. Mais dans la Fondation SCP, dans l'univers où la Fondation SCP existe, on peut être sûr que l'hume existe parce qu'il y en a de partout. Question 7. Est-ce que les dangers cognitifs, sensitifs ou mémétiques ont déjà été associés à des altérations de niveau de hume? En clair, c'est une question sur les effets respectifs de ces agents, ou sur leurs esprits humains et la chimie du cerveau. Pas sur les faits anormaux divers que les individus affectés pourraient manifester après y avoir été exposés. Donc, est-ce qu'une simple information de sa connaissance peut changer le niveau d'hume? Réponse, non. Aucun des effets que vous avez mentionnés ne sont liés aux concentrations de hume. Il semble que ces effets n'affectent pas la réalité locale, mais ne provoquent des changements que dans le processus de pensée et le cerveau de la personne affectée. Cependant, les effets anormaux provoqués après des expositions peuvent causer de multiples effets sur la concentration de hume. Consultez SCP-1425 pour plus d'informations. Enfin, quand je vous dis que je suis Laura Curate, je suis Laura Curate. J'ai littéralement cité la moitié des SCP dans mon putain de doc pour vous prouver que je dis pas de la merde et que c'est littéralement lié au SCP. Je vais
Et de ce pas continuer, d'abord je vais répondre. Alors, question 8. Il a été mentionné que les ARS fonctionnaient en siphonnant la réalité. D'autres univers fautes. Est-ce qu'il y a des effets négatifs ou autres qui sont inconnus ou qui pourraient être causés par les ARS en dehors de leur effet premier? Oh, c'est quoi ce gros pavé? Vas-y, j'en peux plus. Moi, je n'aime pas les pavés. Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère les vidéos. C'est pour ça que j'en fais. Mise en pratique de la DCR et exemple d'application. Chaque expérience et observation ne se ressemble pas dans la DCR, puisque chaque chose qui se passe est généralement unique. Mais ces événements suivent des codes et des protocoles logiques expliqués ci-dessous. Sans trop partir en profondeur dans plusieurs exemples, nous allons à un exemple précis. Prenons l'exemple d'un plieur de réalité de type vert. Vous avez été prévenu au préalable des informations dessus. En tant que spécialiste, vous devez de faire des recherches dessus et identifier son niveau d'hume et son intensité. Pourquoi je me fais chier à vous lire tous ces documents? Vous pouvez pas juste aller les lire vous-même? Pourquoi vous passez votre temps à me demander c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous pouvez pas juste vous cultiver et arrêter de me poser 20 000 questions? On va quand même parler d'Euronymous. Alors, verrouillage d'Euronymous. Euronymous est un démon fantomatique de l'outre-monde qui festoie des chairs de mort, ne laissant que des os. C'est simple. Si t'as un problème, t'appelles Euronymous. Qu'est-ce qu'il fait Euronymous? Il prend ton SCP, il le détruit. Fin. Plus de SCP. La classe Phi est utilisée pour désigner un verrouillage indiquant une menace dimensionnelle, incluant les altérations spatiales et temporelles, des erreurs de continuité, des objets incorporels, des entités transdimensionnelles ou des objets capables de rompre les règles et processus fondamentaux naturels. Le verrouillage caractérisé par Phi est la plus haute priorité. Les FIM listés incluant la FIM Zeta 9, la FIM Lambda 5, la FIM MU 13, les verrouillages de catégorie Phi sont généralement imprévisibles et demandent à la fois une planification et une connaissance avancée du terrain, en raison de l'irrégularité et l'irrationalité du temps. Les verrouillages Phi sont extrêmement vagues et il est conseillé aux FIM d'effectuer des préparations substantielles pour les assister. RIND. Initiative de réponse automatisée RIND. RIND pour initiative de réalité pour les entités à risque non dimensionnel. Contrôle les ancêtres, les encres de réalité. Influençant le niveau d'hume dans les sites contenant des objets transdimensionnels. Ces encres de réalité combinent essentiellement des dimensions, enfermant les entités dimensionnelles dans les mêmes espaces dimensionnels que les gardes, que les FIM du site, limitant les effets des objets comme 106. C'est simple. Dans la réalité où je suis né, j'ai envie de proposer au Conseil au 5 de créer une dimension où on enferme tous les putains de SCP, où c'est qu'on va foutre 1346, on fout tout là-bas, on ferme la porte et on l'ouvre plus jamais. C'est ça que je veux pour notre monde. Je veux qu'il n'y ait plus de SCP en vie. Sauf que le problème, c'est que la Fondation veut les SCP. Ils ont besoin des SCP pour faire des profits, pour contrôler le monde. Bref, RAND. L'initiative de réponse automatisée RAND. Voilà, il n'y a pas plus simple. Voici les sources de la DCR. Pour plus d'informations, se référer à Théorie des humes, Fondation SCP, Théorie sur les humes. Une FAQ ou Qu'est-ce que c'est que ces maudits humes, Fondation SCP, un approfondissement sur les humes.
Un FAQ partie 2 ou la réponse sur toutes vos questions sur les humes. Fondation SCP, la suite de l'approfondissement sur les humes. Extrait du guide pratique 13 de la division physique, circonstances spéciales, entités dangereuses, humanoïdes, Fondation SCP. Explication des différents plieurs de réalité. Transcription du séminaire de Dr Clay, le plieur de réalité, et vous comment survivre alors de l'existence n'y survit pas. Fondation SCP. Séminaire du Dr Clay sur les plieurs de réalité. Procédure de verrouillage. Fondation SCP. Procédure de verrouillage, on s'intéresse que celle qui concerne les menaces dimensionnelles. Nous sortons du cadre du site officiel, mais la discussion de la DCR, plus précisément sur les plieurs de réalité sur Reddit, est assez bien documentée pour la plupart. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil si vous n'avez vraiment rien de plus à consulter à propos de la DCR et ses plieurs de réalité. Maintenant, je vais le dire une dernière fois, le créateur de ces documents est Dr Zangui. Ça n'a jamais été Chauvex. Chauvex est un putain de troller et Karl Hall est un putain de troller. C'est Zangui qui a créé ces documents et c'est certes moi-même qui les a récupérés parce que Zangui a fait sa retraite et qu'il a arrêté de travailler. C'est sur ça que se termine la deuxième partie de la présentation du document de la DCR. Je ne veux plus jamais avoir à entendre vos questions. Si vous avez des questions, vous allez revoir la vidéo. Je ne vais pas passer ma vie à rappeler en boucle les mêmes choses à tout le monde. J'en ai marre de me répéter. Vous êtes tous cons et vous allez tous finir morts. Voilà. Fin de transmission.